Les titres de l'édition. L'Afrique du Sud renforce sa présence militaire à Lubumbashi en envoyant des troupes et du matériel, tandis que la situation reste tendue dans l'est de la RDC. Le procès en appel des suspects de l'attentat de Grand Bassam se poursuit en Côte d'Ivoire, alors que 4 condamnés demandent une révision de leur peine. C'est tout pour les titres. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal International. Pretoria a discrètement envoyé il y a une dizaine de jours du matériel militaire et plusieurs centaines d'hommes dans la ville de Lubumbashi, loin de la partie orientale où la guerre oppose les FARDC et leurs alliés contre le M23, soutenu par le Rwanda, où l'Afrique du Sud a perdu 14 soldats en janvier. Des renforts qui viennent s'ajouter aux quelques 2700 soldats, selon le décompte de l'agence Reuters, déployés au sein de la MONUSCO et de la SAMIRDC, la force de la SADC. Ce sont de 700 à 800 soldats sud-africains qui ont été acheminés à Lubumbashi la semaine dernière, selon Reuters qui cite le député sud-africain Chris Heiting. Est-ce que c'est parce que la participation de ce contingent dans la SAMIRDC fait débat en Afrique du Sud après la mort de 14 de ces soldats tués à Goma lors des combats contre le M23 soutenus par le Rwanda? Ces silences radio du côté de Pretoria, où même la commission de défense du Parlement n'a pas été informée sur ce nouveau déploiement, a regretté le député sud-africain. Côté congolais, je ne peux infirmer ni confirmer une information que je ne connais pas, nous a expliqué le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge. Mais une source sécuritaire haut placée à Lubumbashi nous a confirmé la présence depuis une semaine et demie d'un contingent de quelques 400 soldats sud-africains dans la capitale du Haut-Katanga. Des avions sud-africains avaient déposé du matériel militaire et une vingtaine de militaires juste avant ce déploiement, a ajouté une autre source au sein du gouvernorat du Haut-Katanga. Pourquoi un déploiement à Lubumbashi, quelques 1700 km au sud du théâtre des opérations militaires situé dans les deux Kivu? Vont-ils monter sur la ligne de front? Notre source à Lubumbashi a botté en touche en invoquant le secret d'État. À la suite de la décision prise par l'administration Trump de suspendre l'aide américaine à l'étranger pour une durée de 90 jours, le ministère ougandais de la Santé a proposé aux salariés du secteur privé de financement de travailler dans un esprit patriotique en tant que volontaires, le temps de négocier avec Washington. Une annonce qui ne manque pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. Est-ce que je pourrais payer mon loyer avec du patriotisme? Tel est le genre de message qui circule sur le réseau social X en Ouganda depuis que le gouvernement a émis l'idée ces derniers jours que les professionnels de santé jusqu'alors financés grâce à l'aide internationale des États-Unis puissent travailler bénévolement. Depuis que Donald Trump a décidé de suspendre pour 90 jours l'aide apportée par son pays à l'étranger, le ministère ougandais de la Santé a par exemple été contraint de fermer toutes les cliniques spécialisées dans la lutte contre le VIH-Sida et de transférer la prise en charge de leurs patients aux hôpitaux publics. Une décision qui fait bien sûr peser le risque de leur engorgement, raison pour laquelle les autorités en appellent à la fibre patriotique des salariés désormais au chômage technique dans le but de limiter l'afflux des patients dans les établissements hospitaliers. Alors qu'en Ouganda, le taux d'infection au VIH-Sida est passé de 19% à la fin des années 1990 à 5% en 2024 et ne concerne plus désormais qu'environ 1,5 million de personnes. Les professionnels de santé du secteur s'inquiètent, comme partout sur le continent africain, des conséquences sanitaires de l'arrêt de l'aide internationale des États-Unis. En Côte d'Ivoire, le procès en appel de l'attentat terroriste de Grand Bassam s'est poursuivi mardi 11 février dans l'après-midi au tribunal d'Abidjan-Plateau. 4 des 10 personnes condamnées en première instance à la réclusion à perpétuité comparaissent à nouveau après avoir fait appel. La Cour a entendu les plaidoyeries ainsi que les réquisitions.
Le procureur de la République de Côte d'Ivoire, Bruno Aka, a requis la confirmation des charges retenues contre les 4 accusés de ce procès en appel. Complicité d'assassinat et acte de terrorisme. Toutefois, il a demandé l'abandon des poursuites pour détention illégale d'armes à feu. En conclusion, Bruno Aka demande le maintien de la condamnation à perpétuité prononcée en première instance. Du côté de la partie civile, l'avocat maître Kamara Amadou estime que la culpabilité des accusés ne fait aucun doute. Il affirme qu'ils ont transporté, hébergé et aidé le cerveau de l'attaque. Kunta Dalla a repéré les lieux avant l'attentat qui a fait 19 morts. Il faut leur appliquer toute la vigueur de la loi pénale, plaide maître Kamara. Nous avons demandé à la Cour de prononcer des condamnations à l'encontre de toutes les personnes impliquées dans cet attentat, a déclaré celui-ci à l'issue de l'audience, avant de demander aussi qu'au-delà des peines prononcées, justice soit rendue aux victimes, notamment par des réparations financières, pour leur permettre de se reconstruire, car elles ont vécu un traumatisme. Face à ces accusations, la défense a, elle, plaidé par un acquittement pur et simple des accusés. Leur avocat dénonce l'absence des preuves formelles établissant leur complicité ou leur implication directe dans les faits qui leur sont reprochés. En première instance, 6 autres prévenus jugés par contumace avaient également été condamnés à la perpétuité dans cette affaire. Parmi eux figure Kunta Dalla, qui a quitté la Côte d'Ivoire après l'attentat. La 7e visite du Premier ministre indien Narendra Modi en France se poursuit. Après avoir assuré la coprésidence du sommet de l'intelligence artificielle à Paris et annoncé que l'Inde hébergera la prochaine édition, le dirigeant indien s'est rendu dans le sud du pays, accompagné du président français Emmanuel Macron. Nucléaire, défense, frais maritimes, les sujets de discussion sont nombreux. Après avoir participé à un dîner de travail à Cassis, les 2 hommes ont plusieurs visites au programme ce mercredi 12 février. Il n'y aura finalement pas de passage au cimetière militaire, ni des visites du port de Marseille, comme initialement annoncé. Pourtant, les 2 pays sont lancés dans le projet IMEC, un corridor maritime et terrestre entre l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe censé concurrencer les routes de la soie chinoise. Avec Marseille comme port d'entrée dans les vieilles continents et le transporteur phénicien, au lien déjà bien établi avec l'Inde, le cadre semblait réuni pour des grandes annonces autour de ce projet lancé en 2023. Mais pas de discours ni d'annonce assure pour l'instant l'Élysée. D'abord, les 2 hommes iront inaugurer le nouveau consulat d'Inde à Marseille et puis Narendra Modi et Emmanuel Macron sont attendus au projet scientifique des réacteurs nucléaires à fusion ITER au nord de Marseille. La création de ce soleil artificiel censé révolutionner la production d'énergie est menée par l'Inde, la France, mais aussi la Chine, les États-Unis, la Russie, la Corée du Sud, le Japon. Un symbole d'espoir à l'ère où la coopération internationale entre ces grands acteurs semble extrêmement difficile. Paris espère aussi avancer dans les négociations à plusieurs milliards d'euros sur l'achat par New Delhi d'avions de chasse français, Rafale, version marine et de sous-marins de type Scorpion, écrit l'AFP. En amenant Narendra Modi dans sa ville de cœur, et Emmanuel Macron tente de soigner une nouvelle fois sa relation avec le pays le plus peuplé de la planète, déjà invité au défilé du 14 juillet en 2023. Le mardi 11 février au soir, les 2 hommes ont dîné dans un restaurant de Cassis sur la Méditerranée, après avoir coprésidé le sommet sur l'intelligence artificielle à Paris. En début d'après-midi, Narendra Modi s'envole pour Washington, où il doit rencontrer Donald Trump. En 2025, les Centrafricains voteront pour l'élection présidentielle, les législatives et les municipales. Pour assurer la bonne marche des scrutins, l'Autorité nationale des élections a lancé en novembre dernier les opérations de révision des fichiers électoraux et d'enrôlement de nouveaux électeurs. Si l'ANE présente une note positive de la première phase des opérations, l'opposition centrafricaine demande la reprise du processus qu'elle juge biaisé.
L'autorité nationale des élections dresse un bilan satisfaisant de cette première phase, en dépit des difficultés financières, sécuritaires et logistiques rencontrées au cours des opérations. En termes des résultats, 2469 centres d'inscription étaient prévus dans l'ère numéro 1, constate Théophile Momokwama, le rapporteur général de l'ANE. Et sur les 2469, l'ANE a pu ouvrir 2412 centres d'inscription, soit un taux de 98%. C'est ce qui équivaut à 57 centres d'inscription non ouverts dans certaines localités de certaines préfectures. Nous allons relancer les activités dans ces régions au moment où nous débuterons les opérations dans les zones 2 et 3. Mais les opposants réunis au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016 demandent la reprise à zéro du processus à cause de certaines irrégularités. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le système est faussé depuis le départ, s'indigne le porte-parole Martin Zinzele. Le recensement qui a été fait dans l'ère 1 n'est pas du tout un recensement conforme aux standards nationaux habituels. Lorsque vous avez failli dans une démarche, la moindre des choses est de faire une opération d'inventaire, de vérifier là où vous avez failli, quelles sont les causes, comment y remédier, est-ce que c'est un problème d'argent, de matériel ou de formation. Il faut bien diagnostiquer le mal avant de lui donner une médication. La porte-parole de la MINUSCA, Florence Marshall, a promis de soutenir l'organisation de l'enrôlement des électeurs dans les centres où les opérations n'ont pas pu se tenir. Dans 2% des centres, les opérations n'avaient pas pu se tenir. La MINUSCA va apporter son soutien pour la tenue de ces opérations, a promis la porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Nous allons leur apporter notre accompagnement technique, logistique et sécuritaire. La première phase des opérations d'enrôlement a couvert 11 préfectures sur les 20 que compte le pays. Les opérations dans les zones 2 et 3 débuteront dans les prochains jours, selon l'autorité nationale des élections. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à tous.